dans Retour gagnant, votre rendez-vous tennis sur HBO Max sur la chaîne YouTube d'Eurosport et vous êtes au bon endroit. Dans quelques jours, le Rolex Paris Masters va débuter une édition inédite et qui dit édition exceptionnelle, dit invité exceptionnel. On a la chance d'avoir avec nous le directeur du Rolex Paris Masters, Cédric Pioline. Bonjour Cédric. Bonjour. Très heureux de vous accueillir avec Martin Mosnier, journaliste de la rédaction d'Eurosport. Et on va parler de cette première édition du Rolex Paris Masters dans son nouvel écrin, puisque ça y est, on ne parle plus de Bercy, on parle de la Défense Arena maintenant, qui accueille ce tournoi français de grande importance, Masters 1000. On va détailler la nouvelle salle, les nouveautés, mais avant ça, déjà, comment ça va à quelques jours de ce grand coup d'envoi? Écoutez, oui, ça va, un petit peu de rush, un petit peu de stress, Oui. évidemment, parce que on découvre ce nouveau lieu, donc Paris, la Défense Arena. On est ravis de ce move, ce déménagement. Et donc, je suis passé là il y a quelques jours, et c'est vrai qu'on sent voilà, l'installation physique et vraiment ce que ça va donner, puisque depuis maintenant 2 ans, on n'est que sur plan, sur des visuels d'intention, de la 3D. Donc là, on se rend compte de ce que ça va être, et franchement, je pense que ça va être très sympa. Ouais, ça prend forme, là, ça prend vie, après avoir tant attendu, en avoir tant parlé. Ça se met en place. D'ailleurs, on avait un reporter spécial ce matin sur place pour aller tourner quelques images. On va regarder ce que ça donne. Regardez, bah, vous pouvez nous détailler un peu les images, là, Cédric. Ouais, donc là, C'est on en est train sur d'être... la partie cour centrale où, en Ouais. fait, c'est les gens de Greenset qui sont en train d'étaler la surface, en fait, qui est une peinture, en fait, sur le plancher. On voit à droite la grande tribune temporaire avec les rideaux qui sont derrière. Donc à gauche, on va avoir des tribunes aussi, elles vont être tirées Mhm. pour arriver quasiment au bord du cours, au bord des LED qui feront partie donc du show avec tous nos partenaires qui nous accompagnent. Et puis, ça fera partie aussi de l'animation, du show d'entrée, un show d'entrée repensé, complètement nouveau par rapport à ce qu'on connaissait à l'Accor Arena anciennement. Alors, c'est donc le Masters de Paris change d'écrin pour la première fois depuis sa création en 1986. Première édition à Paris, la Défense Arena, avec un central beaucoup plus grand, puisque on avait besoin de changer de salle, Cédric, parce que à Bercy, c'était devenu trop petit. Les cours annexes aussi. Ouais, alors c'est un ensemble de choses, c'est pas exactement ça, mais oui, d'abord, c'était pour répondre aux attentes de l'ATP, Oui. avec tout un cahier des charges, avec des standards qui nous sont imposés. C'est vrai que dans l'ancienne salle, on ne respectait pas l'entièreté de ces standards, Mhm. notamment sur les cours annexes, en termes de hauteur sous plafond, en termes de format de double, puisqu'on était à 24 équipes anciennement, alors qu'on Au lieu de devrait avoir 28. 28 équipes. Donc on va pouvoir, avec un cours complémentaire de compétition à la Défense, à Paris La Défense Arena, remplir ce cahier des charges, et puis tout simplement de grandir, que le tournoi écrive une nouvelle page, parce que quand bien même on est une série qui est fermée à 9 Master 1000, tous les autres évoluent. On est le seul de la série étant indoor, mais tous les autres ont investi parfois des sommes folles, on parle de centaines de millions sur certains tournois, pour amener leur tournoi beaucoup plus haut. Et donc, je pense que c'était le bon moment pour la Fédération française de tennis de faire cette évolution, et donc de trouver une nouvelle maison. Voilà, c'est chose faite. Est-ce qu'à un moment, il y a eu le risque que le statut du tournoi, c'est-à-dire Masters 1000, soit dégradé parce que justement, il y a eu des investissements faits ailleurs? Et est-ce qu'à un moment, si on restait à Bercy, on perdait ce statut de Masters 1000? Alors, c'était une possibilité au conditionnel, bien entendu, mais dans le temps. Alors, ça aurait été un cycle qui Ok. aurait pris du temps, qui aurait pris un certain nombre d'années, avec justement l'ATP, où on est rattaché, nous, à Ouais. l'ATP, et qui réunit tous les ans. En fait, on a un rapport qui dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça Ok. respecte, ça respecte pas. On savait qu'on était dans le non-respect de certains standards. Et donc, ce comité se réunit. Alors, ça commence par une amende, ensuite une amende beaucoup plus forte, et puis encore plus fort. Et puis, au bout de 3, 4 ans, peut-être 5 ans, de dire, à un moment, vous ne respectez pas. Donc, il y a la possibilité de descendre d'une catégorie. Hmm. Et ça aurait, enfin, pour la fédération,
une catastrophe, quoi, tout simplement. Donc ça a été pris, je pense, pris en compte par la gouvernance aujourd'hui, le président Gilles Moreton, mais avec tous les élus qui sont impliqués pour voter ce déménagement. Ok. Il y a donc cette grande salle, 17 500 personnes peuvent être accueillies dans ce cours central. C'est le deuxième plus grand cours au monde après le central de Flushing Meadows, c'est pas rien quand même. En événement pérenne. Oui, en événement pérenne. En événement Parce qu'il y a pérenne. l'O2 Arena à Oui, Londres oui, qui a la il même y a- capacité, puis mais bon, qui n'est pas un tournoi. on a qui eu revient chaque année. quelques exhibitions On où, voit les chiffres là voilà, pour comparer. exhibition Coupe Davis d'ailleurs à Lille pour la France, on avait eu 28 000 Oui. par exemple. Mais c'est vrai que oui, ce chiffre, la salle est belle, la salle est grande, donc autant en profiter. Et c'est génial d'avoir l'idée de se dire qu'on peut accueillir encore plus de passionnés, encore plus de fans. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que le positionnement du tournoi, c'est un tournoi qui se veut populaire Mhm. et qui est aussi extrêmement accessible en termes de grille tarifaire que nous proposons, puisqu'on démarre à 10 euros, donc c'est quand même très abordable. Et puis, si on prend l'autre extrême qui est la finale, le tarif le moins cher, c'est 50 euros. Donc c'est quand même quelque Ah oui, chose pour qui une est finale, c'est extrêmement accessible. accessible. Et le fait d'avoir une jauge supérieure permet de donner la possibilité à plus de gens de venir. Et d'ailleurs, on est ravis de constater que les fans nous suivent, puisque la billetterie marche extrêmement bien. Alors, justement, sur la billetterie, c'est un peu plus grand, donc c'est aussi un pari. Il faut remplir tout ça. Ouais, C'est-à-dire que bien Bercy se remplissait très bien. Là, c'est un peu plus grand. Est-ce qu'on sera sold out? Comment on en est au niveau de la billetterie? Est-ce qu'on peut battre les records de billetterie des dernières années? Vous savez, on a été 2022, 2023, 2024, on a été sold out ou quasiment sold out. Donc on savait qu'on avait un petit un réservoir avec des gens qui voulaient venir. Mais qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Mhm. Donc, mais on n'a pas de mesure sur le volume de ce réservoir. Est-ce que c'était 1000 personnes, 10 000 personnes ou plus? Force est de constater qu'avec environ 25 000 sièges complémentaires dans cette nouvelle salle, on est en train de les écouler tranquillement. Donc il y a encore de la place pour ceux qui veulent venir, évidemment. Mais c'est une grande satisfaction. Sold out, nous l'espérons, mais c'est un petit peu tôt pour le dire. On fera les comptes à la fin, comme on dit, pour pouvoir annoncer une fréquentation sur l'ensemble des 9 jours de compétition. Et puis, on est assez confiant pour, en tout cas, se dire que d'ores et déjà, il est acté qu'on aura un chiffre supérieur, voire largement supérieur à l'année précédente. Après, où est-ce qu'il va s'arrêter? Ça, c'est la grande surprise. Donc on est déjà sur un record. On est déjà sur un record, un nouveau Okay. record, ouais. Ok. Oui, parce que le record de l'an dernier, c'était 176 000. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le public a répondu présent, qu'il y a une curiosité aussi, Oui. parce que c'est presque un nouveau tournoi dans une nouvelle salle avec une nouvelle identité visuelle. Vous avez parlé du show d'entrée. C'est vrai que c'était l'une des marques de fabrique du Rolex Paris Masters, ce show d'entrée. Il a fallu se réinventer un peu pour s'adapter aussi à cette nouvelle salle. Oui. Enfin, Où on moi, garde l'identité quand même. Je pense que c'est même un ADN très fort de l'événement, ce show d'entrée, cette mise en scène des joueurs, la musique, les jeux de lumière et ainsi de suite. Donc la question s'est évidemment posée de se dire est-ce qu'on conserve un marqueur d'abord extrêmement identifiable, ce tunnel qui a été créé dans les années 2010, ou alors est-ce qu'on va vers quelque chose une nouveauté? Et la salle étant complètement différente, le parti a été pris d'aller vers la nouveauté. Nouveau lieu, nouveau show, repensé totalement. Et je pense que ça devrait être aussi quelque chose d'abord très attractif, également immersif, et qui va participer, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, à l'identité du tournoi et à l'animation pour entraîner le public, pour leur proposer une expérience et un voyage avec nous, parce que je pense que les gens qui viennent nous voir, ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de couper avec leur quotidien. C'est un moment de détente, c'est une parenthèse, donc il faut que ça soit réussi à ce niveau-là. Pour moi, il y avait 3 marqueurs de Bercy. C'était effectivement ce tunnel, le trophée aussi, qui est assez iconique, et l'ambiance. L'ambiance de Bercy, où on avait quand même quelque chose de chaud. Là, on part sur des volumes un peu plus grands. Comment on arrive à conserver cet effet un peu cocotte minute, si je caricature, mais dans quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus spacieux? C'est un défi.
C'est un défi. Vous savez, nous, notre travail, je considère que c'est de constituer, de mettre en place tout un setup, évidemment les cours, le show d'entrée, en fait, tous les ingrédients pour faire la sauce. Mais ensuite, faire monter la sauce, ça, c'est aux fans. C'est le travail, si je puis dire, ou le rôle des fans. En complément de cela, on a eu une chance fantastique à l'été 2024, c'est de vivre les Jeux Olympiques à Paris. Bien sûr. Et il s'est trouvé qu'il y avait, comme vous le savez, la natation là-bas, avec les exploits de Léon Marchand. On est dans une configuration qui est très similaire du positionnement de la piscine olympique avec le cours central que nous allons avoir. Et on a vu que l'ambiance C'était pas mal. était C'était pas mal. Ouais, ça a marché. cocotte minute plus. Ah oui. Elle explosait la cocotte minute même. Donc d'abord, c'est la meilleure promotion qu'on pouvait faire pour le sport dans cette salle. Première chose. Et la deuxième chose, c'est de voir que c'est tout à fait possible. Donc, après, on espère que sur le terrain, il y aura les matchs qui feront que les gens pourront s'emballer pour mettre une ambiance de dingue. Donc, mais je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que cette configuration ne se prête pas à avoir une ambiance fantastique. Il y a peut-être des gens qui étaient dans le public pour voir Léon Marchand Sûrement. gagner, qui ont envie de voir par Ouais, curiosité. Est-ce que ça va sûrement, être une ambiance sûrement. aussi chaude, pas forcément que des amateurs de tennis? Le trophée, c'est le même? L'Arc de Fanti est L'Arc de toujours là. Fanti. D'abord, c'est un trophée qui est magnifique, Mm. qui est là quasiment depuis la création. Oui, il y a eu des Quasiment. Il y a petites eu tentatives, mais on est revenu à voilà. l'Arc de Oui. Fanti. Et pareil, qui, comme vous l'avez dit, Martin, complètement identifiable par rapport au tournoi. On voit le trophée, on sait de quel lieu on parle, de quel événement. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et juste sur la question du bruit, on sait que c'est un sujet. Parce qu'il y aura plusieurs terrains, parce qu'on est sur quelque chose de plus ouvert qu'à Bercy. Parce que les cours 1 et 2, il y aura 4000 places environ Exactement. pour assister au match, donc c'est plus de personnes. Et C'est donc, plus de bruit, plus de mouvement. Avec cette séparation. Est-ce que la grosse crainte du directeur du tournoi à quelques jours du coup d'envoi, est-ce que c'est le bruit, justement, cette gestion du bruit? Alors, avant de répondre spécifiquement à cette question, et je suis content que vous me l'ayez posée d'ailleurs, il y a un rééquilibrage entre le cours central et les cours annexes. Oui. Donc on reste sur la même configuration, à savoir un billet qui donne l'accès à tous les cours, comme c'était le cas auparavant, Ça, c'est bien. avec le 1 et le 2 qui ont chacun 4000 personnes. Donc c'est vraiment C'est vrai cours. avec la même hauteur que sur le cours central, donc un confort pour les joueurs et pour les spectateurs qui est extrêmement important. Après, nous avons mis en place dans une salle unique, une séparation avec des rideaux en 3 zones. On a 3 zones. Des gros rideaux, alors. Des gros rideaux, 9000 mètres carrés pour vous tissu. pour vous donner un chiffre très précis. On les voit là. 9000 mètres carrés de rideaux qu'on peut voir là en ce moment à Et l'écran. de l'autre côté du rideau, donc c'est les cours. Et donc, de se dire 1, 2, que 3. oui, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir de la vie, il va y avoir un peu comme on peut le connaître sur d'autres tournois. Alors nous, on est en France, on se dit Roland-Garros. Et quand on va à Roland-Garros, on entend ce qui se passe. On entend des applaudissements, on entend des annonces de score, on entend les allées qui bruissent et ainsi de suite. Et donc là, je pense qu'on va aller et tendre vers ce type d'ambiance qui est quelque chose de chaud, chaleureux, de la vie en fait. Un peu plus comme un tournoi outdoor, en fait. Oui, en quelque De sorte. par la hauteur de plafond. Par rapport à ce qu'on connaissait auparavant, forcément, c'est une évolution qui est importante. Après, je pense également qu'il faut vivre une édition, enfin en tout cas un début, une journée ou deux, pour se rendre compte de ce que c'est. Et je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que ça va vivre très bien tout ça. Donc ce sera un mix entre l'ancien Bercy et Roland-Garros finalement. Oui, si je caricature un peu. Oui, on peut. Enfin, en tout cas, on va attendre. Alors moi, j'ai parlé de Roland-Garros parce qu'évidemment, c'est un tournoi qu'on connaît bien et qui est pas très loin. Mais voilà, voilà, de la vie, tout simplement. Il y avait des choses à améliorer par rapport à l'ancienne salle, notamment l'accueil des spectateurs. On voyait parfois des images de gens de la session de nuit faire la queue dans la nuit, dans le froid, la pluie. Là, il y a des espaces plus grands pour accueillir ces spectateurs. Oui, c'est plus grand, certes, c'est plus grand. On aura beaucoup plus de fluidité dans le switch
de la session de journée avec la session de soirée. C'est quelque chose qui est important, l'accueil du grand public, Mhm. avec des coursives qui sont aussi généreuses. Alors évidemment, la salle en elle-même Et est oui. grande, par contre, il faut s'attendre à marcher un petit peu plus, parce que les espaces sont plus grands. Et puis pour aller jusqu'aux cours annexes, voilà, il faudra faire un petit peu de chemin. Faut être prêt à se perdre un petit peu au début, quoi. Oui, non, alors là-dessus, Non. vous savez, on a eu alors dans les choses cachées, hein, je dirais, évidemment, que le grand public ne voit pas forcément, mais tout ce qui est signalétique, par exemple, tout ce qui est flux, est Mhm. extrêmement important pour dire, voilà, selon les catégories de billets, de population, comment est-ce que ils font leur parcours, par où est-ce qu'ils passent, à quel moment ils se croisent pas. Enfin voilà, il y a eu tout un travail de fond là-dessus. On a essayé de faire évidemment au mieux et de se dire qu'on fait un sans faute. Mais en tout cas, on va être très attentif au début du tournoi sur les deux, en tout cas les 2 premiers jours, pour voir si jamais il y a besoin de s'adapter quelque part et de Mhm. corriger quelque chose, ou si justement ça a été totalement bien pensé. Sur ce qu'on va voir jouer, en l'état, on n'a pas de gros forfait. C'est-à-dire qu'en l'état, à l'heure où on se parle, Sinner, Alcaraz, Djokovic, tout le monde est là. Voilà, maintenant que tu l'as dit, il va y en avoir. Je ne veux pas Ah non, porter non, ne coupe pas de corbeau, hein. Non. Mais en l'état, à l'heure actuelle. Bah, nous, en fait, on est encore une fois dépendant de l'ATP. En fait, le fonctionnement, Mhm. c'est les joueurs qui informent l'ATP, l'ATP informe le tournoi. D'accord. Donc c'est comme ça que cela fonctionne, ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des contacts en direct avec les équipes de certains joueurs. Effectivement, malheureusement pour lui, d'abord, on en est premier titre triste pour Holger Rune, Oui, Bien sûr. de ce qui lui est arrivé à Stockholm, contre Hugo Humbert, grave avec blessure, cette ouais. rupture du tendon d'Achille qui va nécessiter une opération. Donc il est acté déjà. Enfin, Des c'est même pas semaines de qu'il convalescence. va rater le Rolex Paris Masters, mais il en a pour 6 mois a priori. Ouais. Donc ça, c'est acté que c'est une défection, mais au même titre que Draper, Tiafoe. Oui, Oui. qui ont Ce déjà sont acté leur c'est à un moment, ce sont des forfait. blessures, c'est un métier qui est exigeant physiquement, et de temps en temps, pour certains joueurs, Puis on il arrive y en a fin de saison. on arrive en fin de saison, mais bon, Draper, ça lui est arrivé Oui, ça fait un moment. à Wimbledon. Tiafoe, il a décidé en septembre d'arrêter sa saison quasiment. Donc voilà, donc il y a en fait, ça devient un cas particulier à chaque fois. Mm. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, à l'instant où on se parle, à part cela, On croise les doigts. tout le monde est là et effectivement, on touche du bois, voilà. Bah, Et Il y, a- on il y a il y espère a les que gros joueurs, il y a les grosses têtes de série, il y a les Français aussi. oui, On a beaucoup parlé des Français qui font une très belle saison. Il y a eu des super perfs, il y a eu des titres, il y a eu des finales en Masters 1000. On pense évidemment à Rinderknecht Vachereau. Ça a été l'histoire voilà, d'un tournoi comme Shanghai. On a envie, quand on est directeur de tournoi, d'avoir ce genre d'histoire, même si ce n'est pas les têtes de série numéro 1, 2 qui sont en finale. À Shanghai, ils espéraient peut-être au départ avoir Sinner Alcaraz en finale, puis Alcaraz a déclaré forfait, et puis Sinner a abandonné. Il y a eu des histoires, mais qu'est-ce qui compte au bout du compte? C'est d'avoir des histoires. nous, on peut désirer plein de choses, mais une fois que les joueurs sont sur le court, on maîtrise plus grand-chose. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement l'incertitude et la beauté du sport, avec le mérite pour le joueur, comme Vachereau avec Rinderknecht à Shanghai, où ils ont été les 2 joueurs les plus en forme Résistant dans des et le conditions. plus résistant, voilà, Oui. sur des conditions très difficiles pour le physique, et ils ont été en finale. Donc oui, c'est une histoire qui est magnifique et un peu unique d'ailleurs, hein, Complètement unique, familiale, avec Les un deux joueur cousins. qui sort des qualifs, il ne devait pas jouer, il est 200e. Enfin bon, c'est assez incroyable, un scénario où on voudrait l'écrire, on dirait non mais tu vas trop C'est loin. trop gros. Non, tu vas beaucoup trop Ouais, loin, ouais. ce n'est pas possible. Et ben non, c'est arrivé. Donc oui, c'est quelque chose qui est beau, forcément. Et c'est vrai que pour nous, tournoi, évidemment que. Alors Rinderknecht, on le connaissait. On le suit. Valentin Vachereau, c'est vrai que maintenant, il est identifiable. C'est-à-dire qu'il y a encore Oui. 15 jours, 3 semaines,
à part le microcosme du tennis, et encore pas tout le monde, Bien sûr. disait vaguement, Vachereau, ouais, je crois qu'il joue pas trop mal, mais enfin, il doit être quoi, 200, 250, ainsi de suite. On en parlait une fois par an à Monaco. Il fait un bond de 160 places en gagnant le tournoi, donc c'est assez impressionnant déjà, parce qu'il skip la tranche de 100 à 200, il skip La 50 tranche la plus dure. à 100, Mm. et il est directement dans les 50 premiers, donc bravo à lui. Et évidemment que, oui, que nous, on se pose la question, et elle mérite d'être posée, de se dire, est-ce que... Ils ont leur place, puisque enfin, ils ont pas- le mérite enfin, quand on fait un résultat comme ça, bien sûr qu'il mérite, mais il y en a d'autres qui méritent aussi. Oui, puis c'est ça Donc, voilà. le tennis, c'est-à-dire qu'il y a un cut qui est fait pour entrer dans un tournoi 500, 1000, et il a été fait avant les perfs Oui. de ces deux joueurs-là à Shanghai. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas dans le tableau. Cette question des wildcards, elle revient chaque année, évidemment. Bien sûr. Comment ça se passe au niveau des décisions? C'est le directeur du tournoi qui prend la décision de qui vient? Comment ça Alors, s'organise? c'est toujours un exercice qui est délicat parce que c'est un sujet extrêmement sensible pour les joueurs, qui fait partie aussi de ce qu'on annonce aux médias, ce Bien qu'on sûr. annonce aux fans pour enrichir le tableau. Très rapidement, le fonctionnement est qu'on met en fait une plateforme à disposition pour les joueurs, qui a fermé dimanche, donc à plus ou moins une semaine donc, de l'événement. On collecte, on se réunit Les joueurs avec... peuvent s'inscrire, peuvent voilà, demander faire une demande, wildcard. soit c'est que les qualifs, soit c'est que le tableau, parfois c'est les principal. deux, ils disent Et- voilà, l'un ou l'autre. Et moi, je peux m'inscrire sur la plateforme si je suis 35. Disons qu'il faut, Faut un petit niveau quand même. il faut quand même voilà, quelques références. Professionnel, Martin. Avec tout le respect que je vous dois, Championnat de la Loire, quand j'avais je ne 14 suis ans. pas sûr que Ça suffit pas voilà, le cut. D'accord. Et puis après, on se réunit avec la DTN. Là, en l'occurrence, il y avait le capitaine de Coupe Davis parce qu'il y a la phase finale qui est dans pas très En longtemps. novembre à Bologne. Donc son avis aussi est important. Et puis voilà, on fait. Donc je m'exprime également en tant que directeur du tournoi, où on n'a pas forcément des regards ou des visions alignées avec les mêmes critères. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Peut-être moi, c'est pas que sur le sportif, mais sur l'attractivité justement Bien par sûr. rapport On en aux a parlé. fans, par rapport au public. Bien C'est sûr. quelque chose qui est important. Et puis après, on fait une recommandation donc au président et qui en règle générale, valide la recommandation parce qu'en fait, on a fait le gros du travail auparavant pour pouvoir ensuite annoncer ça aux joueurs et aux médias et aux fans. Et il peut y avoir il faut attendre aussi d'avoir tous les éléments en tête, des forfaits qui peuvent libérer des places, Oui, alors la forme de chacun. il y a la forme de chacun, il y a ceux qui sont engagés la semaine qui précède. Donc là, il y a quand même Bâle-Vienne et puis il y a aussi le Challenger à Brest. Brest. Il y a aussi même des challengers en Asie. Encore en Asie, oui. Donc voilà, donc les joueurs qui sont potentiellement concernés, on peut se dire par exemple un joueur engagé à Brest, on envisage de lui donner une wildcard, sauf que s'il est en demi-finale à Brest, il ne peut pas jouer sa demi-finale et jouer les qualifications. Oui. Donc, mais c'est pas grave, parce qu'on on anticipe Il y a tout plein cela. de scénarios. On anticipe tout cela avec on a 4 wildcards par exemple pour les qualifications. Ben, on dit le 5e, voilà, c'est déterminé, voilà le nom. Donc, et on l'informe en lui disant, ben, si jamais dans les 4 premiers, il y en a un D'accord. qui C'est pour toi. ne peut pas jouer parce qu'il se blesse, parce qu'il est encore en course quelque part, c'est toi qui rentres. Donc, et je pense que c'est très apprécié par les joueurs parce que justement, ils peuvent se projeter et ils peuvent avoir une vision de ce qui va se passer. Et ils ne sont pas non plus dans l'attente pour rien, quoi. Et est-ce que cette année, les débats, parce que c'est des wildcards qu'on attend avec encore plus d'impatience vu ce qui s'est passé à Shanghai, on en a parlé. Et oui, Avec et la forme des joueurs français, bah parce oui, qu'on est un tournoi c'est français. Exactement. Donc, évidemment. Mais avec Vachereau et Rinderknecht, on se dit, on a quand même le dernier vainqueur d'un Masters 1000 qui n'est pas assuré de jouer le prochain. Ce qui est quand même un cas de figure qui est quand même assez fou, quoi. C'était un peu comme Loïs Boisson avant voilà. Wimbledon. Voilà, Exactement. c'est un peu ça. Exactement. Et du coup, est-ce que les débats ont été un peu plus houleux ou est-ce que ça a été un peu plus évident? Je ne sais pas, est-ce que ça a été particulier? Il n'y a rien de houleux, on s'entend tous très bien, on se connaît bien. On se connaît bien et c'est vrai que vous avez raison, c'est particulier parce qu'en fait, théoriquement, avec ce résultat en toute fin de saison, Il devrait entrer. la prise en compte de son nouveau classement, en fait, la saison est finie.
puisqu'il y a juste Oui. un tournoi après le Rolex Paris Masters, où il pourrait rentrer dans les qualifications, mais pas dans le tableau final, parce qu'il y a un décalage de semaines. Pour le On est à 5 semaines et 3 semaines. Oui, 5 pour les Ah oui, qualifs, c'est pas d'accord. pareil. 5 semaines pour le tableau final, 3 semaines pour le tableau final. Donc, il rentrerait dans les qualifications. Mais en fait, il pourrait, théoriquement, pour profiter de son nouveau classement à 40e, c'est à partir de la première semaine de l'année prochaine. Ah oui. Donc oui, c'est vrai que c'est... Et puis, bon, il a ce momentum qui est là. Et donc, pour lui, je pense que c'est important de surfer dessus. Il a reçu une invitation au tournoi de Bâle. Il a un tour difficile d'ailleurs avec Fritz au premier tour, tête de série numéro 1. Donc on va voir si il reste là-haut dans ces altitudes qu'il a tutoyé à Shanghai, ou est-ce qu'il revient un peu plus parmi les mortels. La difficulté, c'est qu'il y a une grosse densité de joueurs français entre la 50e et la 70e place, 80e place. Parce qu'on a un super vivier, parce qu'on a des joueurs qui sont entrés dans le top 100 cette année. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles, puisqu'il n'y a que 4 places, que wildcard, 4 wildcards pour le tableau principal. Vous savez, nous, on a envie d'en donner à tout le monde. En fait, quand on regarde froidement les choses, ils méritent tous. Ils méritent tous d'avoir une invitation, parce qu'à un moment ou un autre, d'abord, ils ont fait quasiment sur donc 12 mois les résultats nécessaires pour être aux alentours de la 60e place. Et à un moment, un ou plusieurs résultats qui ont fait que, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en Master 1000 ou ailleurs. Donc oui, moi, j'aurais envie d'en donner à tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas possible, on n'en a que 4. Et c'est là où ça devient un exercice un petit peu délicat de prendre les bons critères, et puis surtout, je pense que quelque chose qui est important pour nous, c'est d'être vraiment dans le grand respect de tous ces joueurs qui, toute l'année, se bagarrent pour avoir un classement. Enfin, c'est leur métier. Et voilà, qu'on ait les arguments les plus justes possibles par rapport au choix que nous allons faire. Sur le format du Rolex Paris Master, on sait qu'il n'y a plus que 2 Masters 1000 qui ne se déroulent plus sur 12 jours, enfin, qui se déroulent sur en gros une grosse semaine. Une semaine si on ne tient pas compte des qualifications. On a l'impression que c'est un format presque anachronique, mais qui aujourd'hui est aussi un point fort quand on voit les crispations que suscitent les nouveaux formats des Masters 1000, donc qui s'étalent. Et on voit que les joueurs... déjà, il y a la lisibilité qui est un peu compliquée, des premiers tours, etc. Et on voit que les joueurs adoptent pas forcément ce format-là. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un point fort pour le Rolex Paris Master. Nous, on est ravis de notre format déjà. On est ravis. C'est vrai que non, mais une semaine, 56 joueurs. Bon, certes, les 8 premiers ont un bail, rentrent qu'à partir du mardi ou le mercredi. Mais il y a une forme de sprint. C'est très intense, c'est très haletant. Dès le premier tour, la théorie, c'est que le 9e mondial peut jouer contre le 17e mondial. Voilà. Première tête de série qui n'a pas de bail, et le premier qui n'est pas tête de série. Donc le choc, il est quand même en premier tour magnifique. Et c'est vrai qu'il y a une densité qui amène un niveau de jeu immédiat dès le lundi qui est fantastique. Et d'ailleurs, les fans le savent très bien. C'est bien pour ça aussi qu'il y a cette attractivité. Après, nous, on est alors, là aussi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails qui ne sont pas forcément hyper intéressants, mais dans le sens où il y a un cahier des charges ATP par rapport à tout ce qu'on organise. Et si on passait sur un format différent, donc ça veut dire de passer à 64 ou à 96 joueurs, est-ce que c'est possible? Mais c'est possible dans la salle actuelle? Ça amène des standards plus élevés en termes de cours de compétition et de cours d'entraînement. C'est pas les mêmes contraintes. Et donc, en fait, logistiquement, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il n'y a pas de débat pour nous. Et je pense que c'est bien aussi de proposer quelque chose de différent, surtout en fin de saison. Et l'ATP ne vous le demande pas, ça? Et il n'y a absolument aucune demande de l'ATP, que ça soit pour allonger et augmenter le tableau, ou aussi pour certains Master 1000 qui sont mixtes. Oui. Donc il n'y a absolument aucune obligation et aucune demande. Et de toute façon, nous ne pourrions pas y répondre.
Tout simplement. D'accord. Sauf à aller ailleurs ou sauf à réimaginer encore une fois. Vous voulez qu'on complètement- déménage? Non, On n'a même pas on encore vient d'arriver. commencé. Martin, On vient d'arriver. On On fait la n'a pas crémaillère. encore ouvert les portes. Voilà. Attends, il y a les frais de notaire, tout ça, c'est Oui, c'est pas oui. intéressant, Ah oui, en on va plus. repartir là. Sinon, faire et Bercy et la Défense en même temps, enfin, c'est. Non, on va rester comme on est très bien. On rappelle que le tirage au sort du tableau est prévu vendredi à 18h30. Oui, Là, on saura déjà les chocs qu'il peut y avoir exactement. dès les premiers tours. Ouais. Vous avez parlé, Cédric, des 9 Masters 1000. Il y a la question de la création d'un nouveau Masters 1000 en Arabie Saoudite. Ouais. Ça, pour vous, c'est une menace ou ça vient enrichir l'offre du tennis? Parce que eux, a priori, ce serait aussi sur une semaine. Là, on ne parle pas de 12 jours. Oui, oui. Écoutez, enfin, c'est pas quelque chose une décision qui me revient ou qui m'appartient. Déjà, je pense que c'est important de le dire. Après, moi, je pense que c'est pas de cette manière qu'il faut regarder les choses, de se dire il y a 9 Master 1000, il y en a 10. Je pense qu'on le voit bien cette année, où on voit que les joueurs s'expriment. Mais c'est ça, c'est que ça les semble un joueurs peu en s'expriment. contradiction avec. Mais c'est peut-être En ajouter aussi, un. à un moment, il y a les efforts qui sont demandés, et je suis vraiment bien placé pour en parler, je ne vais évidemment pas donner de chiffres, mais c'est extrêmement demandeur financièrement. Les coûts inhérents à organiser un tournoi comme le Rolex Paris Masters sont extrêmement élevés. Mhm. Donc, à un moment, les joueurs et le prize money qui est redistribué, qui n'arrête pas d'augmenter, ce qui est très bien, ça veut dire que l'économie des événements permet cela, donc c'est très bien que tout le monde gagne sa vie. Moi, je suis pour que les joueurs, ayant été moi-même joueur, qui gagnent, c'est un métier qui est extrêmement difficile, donc ils gagnent mieux leur vie. Alléluia. Maintenant, je pense que la façon dont les joueurs construisent leur saison et le programme tel qu'ils le font, peut-être qu'il y a une évolution ou une réflexion qui doivent être différentes de ce dont ils avaient l'habitude, peut-être il y a encore 2 ans, pour s'adapter à la nouvelle donne. Et là, oui, à un moment, on ne peut pas être partout. Voilà. Et ces joueurs, c'est un métier qui est global, mondial, où ils n'arrêtent pas de traverser les continents. Mais oui, c'est demandeur physiquement. Quand bien même, maintenant, il y a la récupération, la nutrition et ainsi de suite, tout s'est amélioré. Oui, mais à un les moment, staffs. le corps a sa limite. Et Et l'esprit aussi. une question que j'aimerais poser, c'est est-ce que la date du Rolex Paris Master est sanctuarisée pour les années à venir dans le calendrier? Pour l'instant, on n'a pas de. Mais nous, on n'a pas de motivation à changer. On est très contents là. Parce que l'arrivée d'un dixième tour de Master, ça va forcément redistribuer un peu. Enfin, va falloir lui trouver une place Oui. pour parler. Ben, là aussi, je pense que l'approche n'est pas forcément la bonne. À savoir que, en fait, ce sont les dates des grands chelems, en fait. Et quand on prend les dates des grands chelems, tout tourne autour. Et les grands chelems, à ma connaissance, ils n'ont pas envie de changer. Non, ça bougera pas. Ah non, non. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut regarder le calendrier. Et quand bien même, bon, là on rentre sur un autre sujet, l'éclatement de gouvernance fait que voilà, chacun contrôle son événement ou sa date, comme c'est le cas pour les grands chelems. Et donc on sait qu'il y a X semaines entre le 1er janvier et Roland-Garros, enfin d'abord avec l'Australie, pardon, les 3 semaines avec Wimbledon, un certain nombre de semaines avec l'US Open, et puis un certain nombre de semaines jusqu'à la fin de l'année, une fois que c'est fini. Donc voilà, le bon regard, il est là. C'est des tournois qui sont obligatoires pour la plupart. Est-ce que ça doit le rester, justement, dans cette question de toujours jouer plus? Si on en rajoute un, est-ce que ça va un peu à l'encontre de ce que les joueurs réclament? C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils jouent trop, parfois certains avec un peu d'hypocrisie, sachant qu'ils vont faire quand même des exhibitions aussi pendant cette saison-là. En rajouter un, ça semble pas aller dans le même sens que la demande des joueurs. Mais il y a cette obligation d'aller les jouer, des tournois mandatory. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je pense qu'on n'aura pas assez de l'émission pour développer, mais ce n'est pas d'ailleurs le propos. C'est-à-dire que déjà, il faut bien se dire une première chose, c'est qu'un joueur, loin de moi l'envie de citer un nom ou des noms, parce qu'on sait de qui on parle. Non, mais c'est vrai. Un joueur qui va jouer une exhibition quelque part, il est bien, comme on dit, bankable, parce que bien sûr, il a gagné à Roland-Garros. Parce qu'il performe dans des grands tournois. Il a gagné, et donc il a acquis sa valeur de marché
qu'il peut aller monnayer Mhm. par ailleurs. Très bien, rien à dire. Mais ce qu'il faut bien aussi se dire, c'est que vous parliez de tournoi obligatoire. Vous, Eurosport, vous êtes notre partenaire pour retransmettre l'événement et nous en sommes ravis. Un excellent partenaire. Un d'ailleurs. excellent partenaire. Mm. Le meilleur. Mais c'est bien aussi parce que on vous dit que les meilleurs mondiaux seront présents pour le Rolex Paris Masters, oui, oui. que ça motive Bien sûr. un diffuseur Il y a de beaucoup diffuser d'enjeux, l'événement, un partenaire de nous accompagner et des fans d'acheter des billets en avance parce qu'ils ont la garantie. On a parlé tout à l'heure de possiblement des forfaits, quelques joueurs qui ne seront pas présents. Mais il y a un écosystème. On est complètement dans le sport business. Et il y a, Oui, il y a faut être naïf. un écosystème qui fait que c'est vertueux et que ça génère suffisamment d'argent, en tout cas, pour arriver jusqu'aux joueurs et distribuer un prize money qui est quand même conséquent. Si on n'a pas la garantie, tout cet écosystème est remis en cause. Et ça ne fonctionne plus de la même Oui. manière. Je n'ai pas dit que ça ne fonctionnerait pas, mais ça ne fonctionnera pas de la même manière. Donc peut-être que là, on vous donne 10, on va vous donner 5. Mm. Et les joueurs, je ne pense pas qu'ils seraient très contents. Donc Non. il y a un moment aussi, il faut que tout le monde et tous les acteurs, parce que c'est la combinaison de plein de choses, que tous les acteurs aient la même compréhension par rapport à la façon dont ça fonctionne. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, en étant tout à fait conscient qu'évidemment un joueur en activité, il a moins de compréhension parce qu'il est dans sa carrière, parce Bien que sûr. Oui, parce il a la qu'il se tête dit, dedans. si je joue pas à Paris, je vais jouer à Rome, si je joue pas à Rome, je vais jouer à Madrid, et puis enfin voilà, Mm. et qu'un tournoi remplace un autre tournoi. Mais quand même, se rendre compte, je pense que c'est une bonne chose. Et bah, au tournoi, alors d'attirer aussi les joueurs et on a hâte de voir ce Ben que oui. ça va donner à la Défense Arena, donc première édition, le Rolex Paris Exactement. Masters. Dans cette nouvelle salle, on a hâte, nous aussi, Eurosport, d'aller découvrir sur place comment ça se passe. Encore merci à Yanis Abachou pour les images qui datent de ce matin et on découvrira tout ça et bien sûr Eurosport dès le coup d'envoi de ce tournoi. Merci beaucoup Avec Cédric. plaisir, merci. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Bonne chance pour la dernière ligne droite. Allez, Ça va le faire, on va se régaler. Merci à Seb Petit en régie, merci Martin. Et puis dès mardi prochain, on sera sur place, retour gagnant pour les premières impressions, les premiers retours des joueurs, des spectateurs, des acteurs de ce tournoi après un premier jour de compétition dans le tableau principal. Merci beaucoup et à mardi prochain donc pour un nouveau retour gagnant. Bye bye.